Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Biblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la dernière émission de l'après-ski saison 2023-2024. La saison de Coupe du Monde s'est achevée ce week-end à Saalbach et c'est l'occasion pour nous de décortiquer les courses de vitesse qui s'y sont déroulées. Et aussi l'ensemble de la saison pour nos chères skieuses et skieurs romans. Et pour en parler avec nous ce soir, Didier Plachy, l'ancien slalomeur de Coupe du Monde, qui est consultant pour la télévision suisse alémanique. Salut Didier. Bonsoir. Et avec nous également, William Bess, l'homme aux 4 victoires de Coupe du Monde, mais surtout l'homme à la plus belle moustache de l'histoire de la Coupe du Monde. Salut Wills. Bonsoir. Et on aura aussi avec nous nos collègues Marine et Johan. Avec eux, on va revenir sur les 2 vainqueurs du général. On parle évidemment de Marco Odermatt et Laragut Berami. Pour notre grand bonheur, ils sont suisses. On va aussi lancer un appel à Justin Murisier, dresser le bilan global de la saison et aborder l'entre-saison qui approche. Et lors des dernières épreuves de Coupe du Monde à Saalbach, la Suisse a de nouveau démontré qu'elle était la nation numéro 1 actuellement et depuis quelques années déjà, avec notamment ce mythique triplé en Super G, Rogentin devant Loïc Meillard et Arnaud Boisset. Didier, un triplé, quand on connaît la force de la concurrence, le réaliser dans le cadre des finales de la Coupe du Monde, c'est hallucinant. C'est hallucinant, ouais. Non, mais avoir des triplés, moi je me souviens des triplés pour nous, c'était quand à Crans-Montana encore, où on a fait ce genre de... Vous avez, oui, même pas toi, c'était encore la génération avant. Si, nous on a eu un triplé, ouais. Alors Will, vous avez fait un triplé? Ouais. Le dernier, eu la chance c'était... de participer, ouais. Et dernier, hein, c'était le dernier, ouais. C'était le dernier, c'était en 96, Vezona. Exact, ouais. Et c'était même mieux qu'un triplé. C'était un quadruplé. Tu te souviens ? Qui était devant toi, qui était derrière toi ? Tu as fini 2e, hein ? Ouais, j'étais, sauf erreur, 1/100e du premier, c'était Kernen, Bruno Kernen, 2. Juste. De 3e, ça devait être Daniel Marer. Et puis, sauf erreur, le 4e, ça devait être Gigus, certainement. Gigus, pour les intimes. Xavier Gigandet. Voilà. On le connaît un peu moins, Gigus. J'ai fait 10 ans en chambre avec lui, donc c'est pour ça que c'est le surnom qui me revient direct. Mais ouais, le Vaudois, Xavier Gigandet de Yvorne. Tu le connais, Didier, Gigus ? Ça te dit quelque chose ? C'était juste, je pense, un poil trop tôt pour moi. Ouais. J'ai regardé bien à la télé et j'ai bien rigolé parce que notre entraîneur de Albinen, il a nommé son gamin Xavier. Et ça, pour nous, c'était particulier qu'il y avait un Xavier Briand à Albinen qui était nommé après Gigus. Pour revenir sur ce quadruplé-là en 96, qu'est-ce que ça fait d'être 4 Suisses sur les 3 premières marches et sur la 4e aussi? Bon, la première chose, personnellement, j'étais super content, mais un petit poil déçu parce qu'un centième, j'étais devant à la maison, mais vraiment à la maison. À Vezona, c'est juste à côté. Mais j'étais quand même super heureux. En plus, avec 4 collègues, enfin 2 collègues sur le podium et puis un juste pas, mais on était toute l'équipe devant. C'était une journée mémorable. Si on revient sur le triplé à Saalbach et à Marco Odermatt, on attendait peut-être aussi Marco parmi les 3 premiers. Exactement, il s'est pas invité à la fête, il a terminé 5e. C'est son plus mauvais résultat de la saison en Super G, mais évidemment que grâce à sa constance, il a pu décrocher le globe dans cette discipline. En descente, la saison devait terminer en apothéose avec un duel Sarrazin-Odermatt, mais il n'en est rien. Odermatt n'a pas eu besoin de sortir le grand jeu puisque la descente a été annulée et il remporte également ce globe de la descente. À votre avis, si elle avait eu lieu cette descente, est-ce que Sarrazin aurait pu chipper le globe à Audi ? À mon avis, ça aurait été difficile parce que Odermatt, il était quand même dans le coup. On a vu que les entraînements aussi au Super G, que le Français était de nouveau en forme. Ça aurait été une jolie bagarre, mais je pense que ça aurait été très difficile pour Sarrazin. À mon avis. C'est dommage de terminer comme ça la saison. Cette lutte pour la descente. Mais c'est avec les 19 autres courses qu'on a aussi dû annuler cette saison. C'était vraiment une saison très particulière et particulièrement chez les mecs
qui ont eu plus d'annulations de courses que chez les femmes. On parle de descente. On attendait chez les filles Lara Gut-Berami. Malheureusement, ce globe qui lui tendait les bras lui a échappé. Par contre, sur le Super G, elle l'a remporté. Mais cette descente, Wills, c'est un peu frustrant. Hein. Elle m'a laissé un petit goût amer parce que je pensais qu'elle avait vraiment la possibilité de le faire. Je pensais qu'elle allait quand même mettre un peu plus la compresse comme au géant où on a vu qu'elle a assuré, mais elle était quand même dans les 7-8 premières, donc elle était dans le coup. Là, ça la descente, j'ai été un petit peu déçu. Elle a fait une grosse erreur sur le haut. Après, on verra sur l'analyse, il y a quand même le vent qui s'en est mêlé. Pour moi, c'est pas elle seule qui est responsable de ce résultat. Malheureusement, elle a joué de malchance, d'après moi, et je pense que ça fait beaucoup. C'est un petit peu dommage que ça se joue, mais le globe se joue sur cette course-là. Mais il y avait tout le reste de la saison pour faire mieux. Donc un globe sur l'ensemble, et sur l'ensemble, l'Autrichienne a été meilleure. Tu parles de l'analyse, hein, justement, on passe à l'analyse technique. Tu es avec Marine. Lara Gut-Berami et Marco Odermatt succèdent ainsi à Pirmin Zurbriggen et Michela Figini. Tous les deux sont les derniers Suisses à avoir soulevé le grand globe de cristal en même temps. C'était il y a déjà 36 ans. Didier, si on t'avait dit en début de saison qu'on signerait le doublé, que les Suisses auraient les 2 grands globes, tu aurais signé? Odermatt, oui. Avec Lara, non, parce que je comme estimé qu'une Schifrin et une Vlhova, ils étaient forts. Après, je pense que même l'émission que j'étais ici, on a parlé d'une Brignonnet, on en avait 5-6 filles qu'on a citées, mais il y en a beaucoup de femmes, pardon, pas les filles, des femmes qui ont pris la sortie subite un peu durant la saison, et c'était aussi, je pense, une des rares choses qui s'est passée cette année avec tous ces accidents qu'on a vus. Mais à la fin, au milieu de la saison, je pense que tout le monde a vu Lara, c'était incroyable comme elle a mis dans 3 disciplines, elle était vraiment au top des choses. Elle a commencé la saison avec 3 victoires sur les 4 premiers géants. Ça, Will, on peut pas mieux commencer pour se mettre en confiance. C'est magnifique. Et puis, tu as la confiance que tu chopes. Hein, on peut en parler. Quand tu commences à gagner en Coupe du Monde, tu peux faire des erreurs, il y a plus rien qui t'arrive, tu es sur un nuage, tu avances toujours, et puis si tout se passe bien, t'es devant. Et ça, c'est quelque chose qui est juste phénoménal, c'est un sentiment qui est top. Sa saison elle a été lancée du coup sur le géant. On dit que c'est un peu la discipline de base dans le ski alpin. Pourquoi? Et pourquoi toi, Wills, qui n'a pas fait de géant, tu as quand même pu briller en super G en descente? Moi, j'ai surtout brillé en descente. En super G, j'ai fait quelques bons super G, mais ça s'est arrêté là. C'est vrai que le géant en faisait beaucoup. C'est une discipline qui t'apporte la technique de base. Là, il faut être vraiment techniquement juste si tu veux avancer. Et puis, c'est là que tu peux t'améliorer. Après, en descente, c'est des virages qui sont plus longs, etc. Tu arrives à exploiter cette technique pour t'améliorer, mais c'est vraiment la discipline qui est, pour moi, qui est aussi la discipline maître, la discipline de base. Au final, donc, elle remporte ce globe du géant, elle remporte aussi celui du Super G et le grand globe de cristal qui récompense la meilleure skieuse de la saison. C'était sa 16e saison en Coupe du Monde. C'est hallucinant, là aussi. Didier, comment est-ce qu'on fait pour tenir autant d'années à ce niveau? C'est quoi les clés? C'est quoi la recette? C'est quoi la soupe qu'elle mange chaque année? Moi, je pense déjà la soupe qu'elle avait, elle est entrée très très tôt dans le circuit. C'est l'année 91 qu'elle a sa naissance, alors ça veut dire que faites son âge moins les 16, alors elle a démarré très très jeune, comme une Schifrin. Chez les mecs, c'est impossible de faire ça. Le mec, il doit skier presque jusqu'à 40 ans s'il veut faire 16 saisons. Peut-être un Henrik Kristoffersson, il peut nous montrer parce qu'il est arrivé très très tôt. Mais après de faire ces années, chapeau d'avoir cette motivation sur les glaciers. Mais elle a aussi parlé qu'elle avait, avec son premier accident qu'elle a tout changé après, au début, elle était plutôt là, elle voulait gagner à tout prix, et elle a mis tout au-dessous de ce chapeau de vouloir gagner. Et après ces accidents où elle a fait les ligaments croisés, que là, elle a changé un petit peu l'attitude et de plutôt skier pour le plaisir. Et moi, je pense que c'est ce fameux plaisir, quand tu es là et tu fais avec plaisir ton boulot, ça va beaucoup mieux que quand tu es toujours un peu sous la pression de devoir gagner. Mais pour moi, il y a une autre raison aussi. Quand on courait, quand tu arrives à 31, 32 ans, tu étais un vieux. Je me rappelle typiquement quand
Peter Müller skiait encore, il avait 31, 32 ans. On se disait tous, mais nous, on va jamais aller jusque-là. On va à 31. Moi, j'ai arrêté à 31 ans et je me dis, avec le recul, j'aurais pu faire peut-être une année ou deux en plus. Et on s'est aperçu que les coureurs bonifient aussi avec le temps, tous les cas en discipline de vitesse. Et il y a la possibilité d'aller plus loin en continuant à s'entraîner. Après, quand tu as arrêté, tu as toujours le feu, tu as toujours l'envie, tu as toujours la forme pendant quelques années encore. Et je pense que c'était aussi un petit peu une idée que les gens se faisaient, il n'y a personne qui allait plus loin. Puis après, ça a commencé un peu plus, avec un Yerbin qui avait 36 ans, etc. Puis ça a été plus loin. Ça donne des idées aussi. On voit qu'à même à 40 ans, les gars, ils arrivent encore à faire des podiums. Donc, ça a évolué, ça a changé, la préparation physique, tout ça fait que il y a la possibilité d'en faire un peu plus qu'avant. Tu mentionnes donc la longévité des skieurs et puis tu mentionnais le plaisir. On a justement rencontré Lara Gouts-Berami à Salbar qui nous parle précisément de ces deux sujets. On voit pas beaucoup de choses qu'il y a derrière. C'était de gestion, c'était connaître ce qui pouvait aller me mettre en difficulté, essayer de m'améliorer dans certaines situations, essayer de progresser dans d'autres situations pour un moment donné, quand j'allais au départ, réussir à être relâché, à vraiment profiter de ce que j'étais en train de faire. Donc c'est vraiment un équilibre entre une tonne de travail, parce que c'est vraiment du travail derrière aussi des fois à niveau mental, à niveau de toute l'équipe, c'est pas simple, parce que aussi plus tu te rapproches des belles choses, plus tu commences aussi à avoir envie de faire ça, et c'est extra portion de stress, extra portion de choses qui t'énervent. C'est compliqué maintenir cet équilibre, mais je sais, ça fait des années que je voulais ça, je voulais être capable de faire quelque chose de bien, mais en ayant du plaisir dans ça, en étant consciente que je pouvais savourer ça, profiter de ça avec ma famille, avec les personnes qui m'ont aidé à faire ça, et je pense que c'est ça la chose différente. J'ai perdu un peu pas la passion, mais la lucidité dans ça dans les dernières années, non pas dans les dernières années, au milieu de ma carrière, et là ça revient, et c'est comme un cercle qui revient, c'est à nouveau la famille, je me projette dans un futur avec la famille, et c'est ça qui me comble de joie. À la fin, je pense que ce qui m'a toujours aidé toute ma carrière, c'est le fait que j'adorais skier, la liberté que j'éprouvais sur les skis. Mais là, c'est comme je peux m'exprimer sur les skis parce qu'il y a beaucoup plus de choses à côté, parce que je rentre à la maison et je suis contente de la vie que j'ai, de ce que je peux vivre avec ma famille, avec mon mari, avec les enfants. Et c'est différent, c'est compliqué de le décrire, mais si avant c'était je voulais le succès, maintenant simplement je veux vivre ce que je suis en train de faire. Oui, Lara qui parle de ce plaisir, Didier, tu la vois continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ce plaisir va l'accompagner sur la Coupe du Monde? Alors, moi, j'étais un des premiers déjà. Bon, il avait ce petit rumeur en Suisse alémanique qu'après cette saison, je pense que c'est même Tina Weirater qui a lancé ça, que quand il faut arrêter à un moment donné où tu as vraiment atteint le zénith de la carrière. Et là, c'était encore en discussion pour les 4 globes. Et là, j'entendais déjà Pauli qui organisait en avril un entraînement à Livigno. Alors là, je savais déjà qu'elle va continuer à Livigno. Son papa, Pauli Gut. Et moi, je pense aussi qu'après, il y a Cortina qui est en Italie, les champions olympiques. Les Jeux olympiques. Moi, je pense qu'elle va faire une année à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup, on a vu cette année, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver durant une saison. C'est une petite incertitude, comme on l'a vu avec Shiffrin, Velova, même dans une porte où il n'y avait rien, et les deux chutaient, les deux blessés. Il y a très vite sur ce niveau-là, si on prend des risques, il y a beaucoup qui peut arriver. Et de Lara Gouts-Berami, on va tout de suite passer à l'autre visage qui a marqué cette saison de Coupe du Monde. On parle évidemment de Marco Odermatt. On écoute le Nidwaldien à Salvar. Ja, das ist sicher sehr speziell, plötzlich wirklich auch statistisch bei diesen Legenden zu sein. Auch mit Pirmin, es fehlen, glaube ich, nicht mehr ganz so viele Siege. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Das ist vielleicht irgendwann ein Ziel, ein Traum, der beste Schweizer zu sein. Ich habe nie von Stenmark oder Hirscher, weil das ist dann wieder sehr, sehr weit weg. Aber da in ähnliche Kreise wie Pirmin zu sein, ist schon sehr speziell. Ja, klar ist das früh. Ich bin noch
aktiv, aber ja, ist sehr speziell. Ich glaube, ich werde auch all das erst in ein paar Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr Ski fahre, realisieren. Ich denke, das ist auch den anderen Athleten, die einmal Geschichte geschrieben haben, so gegangen. Man ist ja immer dabei, sich zu entwickeln, besser zu werden, auch im Kopf. Gar nicht bewusst nicht zu viel studiert bei diesen Sachen und deshalb ja, ist das schon wahrscheinlich dann in 50 Jahren, wenn ich als alter Mann hier hocke, sehr cool. Beides, glaube ich. Irgendwie ja, denkt man auch, nach der Kugel ist normalerweise easy, tranquillo, noch ein bisschen genießen und jetzt ja, ist eigentlich noch fast mehr Druck, weil ein zweiter Platz, was für die Kugel super ist ja, für diese Rekorde nichts wert. Deshalb sicher speziell, aber ja, versuche jedes Rennen genau gleich zu machen. Gut vorbereiten, voller Fokus, immer Vollgas und ja, irgendwann bricht die Serie sowieso und dann ist das auch wieder gut. Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht ja, man merkt es selber nicht unbedingt, aber mit jedem Jahr, mit jeder Erfahrung auf diesem Level, glaube ich, lernt man dazu und man weiß, ja, vielleicht gerade auch jetzt die letzten 2, 3 Rennen, die sehr knapp waren, man bekommt ein Gefühl für das Gewinnen und ich glaube, vielleicht ja, hätte es letztes Jahr so noch nicht immer gereicht für diese knappen Siege. Nein, ja, sieht vielleicht von außen so aus, aber selber fühle ich mich nicht so. Marco Odermatt qui nous dit qu'il n'a pas forcément été meilleur que la saison passée, mais honnêtement, où est-ce qu'il peut encore s'améliorer? En slalom. En slalom. Non, j'ai toujours dit, j'ai un grand avantage. J'ai gagné sur Stöckli de slalom, alors ça veut dire j'ai quelque chose, un avantage sur Odermatt. Il va jamais gagner des slaloms, alors comme ça, je peux quand même... Méfie-toi, il serait capable de se lancer en slalom. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons que c'est déjà difficile pour le faire. C'est quand même cette quantité de piquets qu'il faut manger. Et je suis déjà très, très surpris comme Loïc, il arrive à maîtriser ça cette saison avec tellement peu de piquets de slalom, le niveau qu'il a pu avoir. Mais Odermatt, je pense, pour moi, l'atout de tout, c'est l'équipe. Je pense comme il est entouré de cette équipe avec Tumler, Thomas, avec Gino Caviezel, c'est vraiment un troupeau que lui, il se sent tellement à l'aise et on voit que lui, un des choses plus importantes, c'est toujours à voir que l'équipe va bien. Cette équipe qui va tellement bien en géant, en super G et en descente, et même comme il intègre nos jeunes valaisans, Justin, dans les inspections, qu'il donne toutes les informations qu'il a à disposition, et c'est pas quelqu'un qui est vraiment à l'accroche de toutes les informations, lui il donne parce qu'il sait qu'il est tellement important que son équipe, il va bien, parce que lui, c'est aussi un produit de l'équipe, à se sentir bien, parce qu'il doit quand même voyager 150 jours en travers tout le monde avec ce tribut. Et pour moi, c'est ça qui est un des plus grands puzzles. Et je pense qu'ils vont travailler encore sur ça. Eli Kruk, qui aussi reste là depuis des années. Renzo Valsecchi, son entraîneur. Et je pense que c'est vraiment ça un peu le top on cherry, là, machin qu'on a sur les forêts noires. La cerise sur le gâteau. Voilà, Qu'est-ce qu'on va retenir de sa saison? C'est sa première victoire en descente, en Coupe du Monde, c'est sa série incroyable en géant. Oh ben, tout simplement que c'est le meilleur. Hein, que c'est le meilleur. Et puis, on était bien parti en début de saison pour un super duel avec Schwarz. Malheureusement, Schwarz se blesse. Pour moi, un des avantages qu'il a, il sait certainement mieux se gérer. Il se connaît bien, il sait comment il doit se récupérer, etc. Puis ce qu'a dit Didier, c'est super intéressant. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'il prouve quand même que quand tu es dans une équipe, puis une équipe qui est forte et qui se sent bien, le leader tire en avant les autres le poussent en avant. Et à la Fédération suisse de ski, pendant des années, on a essayé d'isoler l'athlète, de lui mettre une structure à côté pour lui faire à la carte vraiment pour ce qu'il voulait faire. Et ça, pour moi, c'est nul. T'as personne qui te pousse, t'as personne qui te tire, et puis c'est ça qui fait avancer les choses. Et ça, ce que tu dis, pour moi, c'est super important. Je suis content que ça prouve. Oui, mais je suis quand même aussi un peu de l'autre avis, parce qu'on a bien vu aussi avec Loïc, si tu lui donnes cette possibilité avec Julien,
de pouvoir faire une cellule à part encore qui peut faire un satellite. Julien Vignier, qui peut faire le satellite. Pour revenir quand même sur cette première victoire en descente, ça doit être magnifique. Tu as gagné aussi à Wengen, Wills. Qu'est-ce que... Oui, c'est des souvenirs, ça fait déjà un bail. Hein. Régner sur le Lauberhorn, qu'est-ce que ça reste? C'est quelque chose qui reste. Hein. Puis de pouvoir remporter la descente chez toi, Wengen, c'est quand même une spécialité. Pour un Suisse, gagner Wengen, c'est quelque chose qui est juste exceptionnel. Donc, pour lui, je pense qu'il aura des souvenirs qui vont lui rester à vie de cette course en particulier. Et nous aussi. Et nous aussi, effectivement. Gagner Wengen, c'est vraiment quelque chose qui est pour l'éternité. Et aussi, 4 globes en une saison. Le dernier à l'avoir fait, c'était Hermann Maier. C'était déjà il y a 23 ans. Ça confirme aussi que c'est un des meilleurs skieurs de tous les temps. Jusqu'où il peut aller, Odermatt? Refaire déjà la saison, c'est sûr. Confirmé. Après, on sait bien, je pense, il y a 3 ans, il s'est blessé. Il a fait un petit accident à Alta Badia. Et aussi lui, on s'est posé plusieurs fois la question si lui aussi se blesse. À un moment donné, avec toutes ces charges qu'il a pris. Par exemple, aussi à Schladming, où il fait presque la sortie. Aussi là, il peut se blesser. À d'autres endroits, il peut se blesser parce qu'il prend quand même des risques. Moins de risques qu'un Sarrazin, par exemple, mais il prend quand même aussi des risques. Et j'ai dit qu'on a déjà avant, on a demandé la question sur la Ragout. Aussi à lui, il y a une chose qui peut arriver tout à coup, les ménisques qui coincent ou quelque chose qui se blesse. Alors c'est toujours ça, un peu à l'ombre de chaque athlète de ce niveau-là. On fait un sport de glisse. Il y a beaucoup de vitesse et beaucoup de variables qu'on ne peut pas contrôler. Tu sens aussi qu'il peut encore aller plus loin, si il est épargné évidemment par la blessure. Ça, c'est la grande question. Il va s'améliorer, il va encore performer un peu plus, mais il faut qu'il ait un peu de chance, comme beaucoup d'athlètes. On a vu cette année beaucoup de blessés. Malheureusement, c'est une année comme ça, mais il a été épargné. Mais c'est certainement aussi, pour moi, dû à une préparation, un entourage qui fait qu'il arrive certainement à trouver les moments pour récupérer, trouver les moments pour appuyer un petit peu sur la pédale, et puis à bien gérer tout ça pour être toujours au top le jour de la course. Tu parles de préparation. Hein. Justement, il va changer un peu d'encadrement puisque son préparateur physique va chercher un nouveau projet. Est-ce que ça peut le perturber, entre guillemets, ou bien ça peut être une nouvelle impulsion qui peut le motiver encore pour les années à venir? Lui, il a un grand avantage, il est ouvert. C'est quelqu'un, il est ouvert à tout le genre d'entraînement qu'il peut encore améliorer. Et ça, c'est une grande qualité que lui aussi, il n'est pas quelqu'un, c'est sûr, il a fait beaucoup, je pense 7 ans maintenant avec cet entraîneur, ce préparateur physique, qui est plutôt quelqu'un qui vient de l'haltérophilie, beaucoup avec le poids, qui a mis l'axe. Moi, je pense maintenant, il va quand même aussi être ouvert pour trouver d'autres préparations qu'il peut encore mettre en place, hein. Peut-être même du pilate ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense, lui maintenant, c'est le loup qui va être chassé. Derrière va courir derrière lui et ça va lever le niveau de tout le monde. Et lui doit mettre maintenant le défi encore plus haut qu'il sera encore numéro 1 l'année prochaine. La Ragout aussi, hein. La Ragout Béramik qui va aussi changer de préparateur physique puisque des rumeurs annonçaient son préparateur chez les hommes, chez l'équipe masculine. Donc elle l'a viré sur le champ. Ça aussi, ça peut venir la perturber. Est-ce qu'elle est comme Marco Odermatt? Est-ce qu'elle arrivera à s'adapter? Moi, je ne sais pas. C'est aussi Pauli Gut. Il est là depuis des années, 16 ans maintenant à Lara. On sait aussi que Patrick Flaxion, il a joué un grand rôle dans la préparation de Lara Gut à l'époque. Et je suis sûr qu'il est assez grand le cercle, aussi avec Hans Fletcher, qui a beaucoup de connaissances, l'entraîneur-chef alpin, pour trouver un équivalent qui peut substituer Alejo, qui est quand même devenu un pôle très, très calme dans son entourage. Et je l'ai pu vivre à Soldeo, j'étais là-bas pour la télévision, j'étais dans le même hôtel, que normalement c'est quelque chose qui se donne pas. C'était incroyable, la tranquillité comme ce Espagnol, Alejo, il a amené dans ce groupe avec Pauli et Lara, parce qu'ils sont quand même toujours un peu à part. Ils sont quand même, parce qu'elle voyage beaucoup. C'est moi, Michel Guizine un peu, elle fait un peu le même genre de travail, mais c'est quand même une équipe pour soi, Lara. Très bien.
En plus de Lara Gut-Berami et Marco Odermatt, il y avait aussi d'autres romans au départ lors des finales de Saalbach. On va dresser le bilan des romans en vitesse cette saison. Et il y en a un qui a particulièrement marqué cet hiver, c'est le martignerin Arnaud Boissé. En fin de saison, il s'est même offert son premier podium lors du Super G. Lors d'une première saison sur la Coupe du Monde, atteindre déjà ce niveau-là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ouais, c'est juste phénoménal. Il y en a vraiment très très peu qui arrivent à le faire. En général, ils confirment par la suite et puis ça devient des valeurs sûres. Et j'espère, c'est tout ce que j'espère pour Arnaud. C'est vrai que cette saison, il a montré des trucs incroyables. Il est venu en puissance assez rapidement, puis il a continué de monter en puissance pour vraiment finir par un podium. C'est quelqu'un qui, en vitesse, a un gros potentiel, à mon avis. S'il continue à avoir cette finesse sur le ski, c'est quelqu'un qui skie vraiment avec beaucoup de feeling, j'ai trouvé. Et c'est ça qui fait qu'il avance beaucoup, parce que quand tu arrives sur des épreuves, que c'est la première fois que tu fais, puis que tu arrives quand même à être dans les 10, dans les 5, je trouve ça juste génial. Il y a des athlètes qu'il faut quelques années pour qu'ils s'habituent, puis qu'ils trouvent la clé pour pouvoir être devant. Et ça, c'est fou. Il a une similarité avec toi. Il n'est pas trop fort en géant. Bon, oui, il n'en a jamais fait. Hein, c'est clair. Je reconnais, il n'y a pas de souci. Et justement, on parle d'Arnaud Boissé, on l'a rencontré à Saalbach lors des finales le week-end dernier. On l'écoute. J'ai pas de mots, ça fait pas mal de fois que je dis que j'ai pas de mots, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de montrer encore une belle performance sur cette dernière course. J'ai pas pris à la légère, j'ai voulu pas forcément faire de la figuration sur cette dernière finale. C'était important pour moi d'apporter encore de la valeur sur cette saison. J'ai bien travaillé le dernier mois, je suis retourné en Coupe d'Europe pour garder un peu le rythme des courses, et c'était clairement une décision intelligente, je pense, avec du recul. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu un bon numéro de dossard, c'est clair, mais il fallait encore en profiter. Et puis j'ai su à l'arrivée que c'était une bonne manche. Je me suis dit, peut-être que ça fera une 5-6e place, encore un top 10 pour finir la saison, c'est génial. Puis après, voilà, j'ai vu de plus en plus d'athlètes passer derrière, et puis pas des moindres. Voilà, quand il y a Krischmeyer ou bien Odermatt au départ, j'étais quand même très tendu, mais maintenant, je peux savourer, c'est génial. J'ai peut-être un petit peu encore du mal à l'avouer, mais c'est clair que ces années en Coupe d'Europe m'ont beaucoup apporté sur le plan humain. J'ai pris en maturité, et puis maintenant je suis un skieur un petit peu plus stable. Je me laisse plus avoir par des petites broutilles à côté. Et puis je suis quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup, et du coup maintenant je suis content d'en faire une force, parce que des fois quand on réfléchit trop en ski, ça peut être une faiblesse aussi. Et puis oui, c'est très très positif, et voilà, je vais continuer là-dessus. Et avant, j'ai croisé Marco Odermatt, et je lui ai dit ça tu l'as pas, un triplé suisse. Et du coup on a rigolé un petit peu autour de ça, et puis voilà, mais c'est génial de partager ça avec deux collègues d'équipe. Ouais. Je vais essayer de rester comme je suis, et puis rester comme ça fonctionne, parce que c'est vite aussi arrivé de perdre un petit peu les pédales, et puis que le premier podium soit aussi le dernier, et ça j'ai en tout cas pas envie que ce soit, donc je vais faire en sorte que ça reste. Oui, on entend dans cette vidéo Arnaud Boissé qui nous dit que si son statut changera, lui, il ne va pas changer. Ça, c'est essentiel, Wills, de garder les pieds bien sur terre. Ouais, je pense qu'il y a pas trop de soucis. Si tu commences pas à penser que t'es le meilleur et tout ça, il y a toujours à progresser. Tu peux toujours aller voir plus haut, plus loin. Donc il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, qui te ramène par terre. Donc les pieds sur terre, pardon. Et je pense que de ce côté-là, il va apprendre comme tout le monde. J'espère qu'il fasse comme il le dit souvent. J'espère rester les pieds sur terre. Il y a aucune raison qu'il le fasse pas. Et je suis assez confiant de ce côté-là. C'est un bagnard, il commence à y avoir du monde, du Val-de-Bagne au plus haut niveau sur la Coupe du Monde. Alors attention, il faut dire martignerin, c'est vrai qu'il faisait partie... Mais il est pas du ski club. Oui, il fait partie du ski club Bagne, mais il y a distinction. Martigny, donc il faut faire attention, parce que les martignirins... Je vois. Non, mais là, je plaisante. Bien sûr, je plaisante, parce que c'est un Valaisan. Valaisan, c'est un Roman, c'est un Suisse. Il faut quand même pas déconner. mais c'est vrai qu'il faut rester aussi à redonner à César ce qui est à César, comme on dit. Et il est tout près de Bagne, mais c'est vrai que ça fait surtout montrer que ce qui valait à bosser dans un sens qui était bon. Maintenant, les athlètes, ils sortent gentiment, et puis ça, c'est la preuve qu'il faut continuer dans cette direction. Il faut continuer à former les jeunes. Et puis, ce qui est bien surtout, c'est que ça montre aux jeunes qu'il y a des possibilités, que la porte, elle est pas
très très fermé. Il y a des possibilités, il y en a plusieurs qui arrivent, et c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes pour que les jeunes ils aient l'envie, et puis qu'ils aient des idoles devant, puis qu'ils aient l'envie de progresser. C'est là qu'on va arriver dans ces prochaines années à avoir de nouveau des personnes, des jeunes qui arrivent et puis qui vont venir en Coupe du Monde. Et il y a une autre idole, c'est aussi Loïc Meillard en vitesse. Il a confirmé que là aussi il fallait qu'on compte sur lui. Podium à Garmisch, podium à Saalbach. Quel potentiel est-ce que vous voyez chez Loïc Meillard en vitesse, Didier? Il faut même pas parler du potentiel. J'ai toujours dit que Alexis Pinturo et Loïc Meillard, c'est les 2 meilleurs skieurs mondiaux. Et moi, je le vois, c'est de nouveau quelqu'un qui peut nous gagner toutes les disciplines. En descente, j'ai toujours un peu de doute parce que j'ai pas beaucoup de connaissances. Parce qu'après, de rajouter ces 20 km, ces 40 km à l'heure sur un Super G, je pensais aussi toujours là, on dit apparemment, c'est quand même une qualité de pouvoir skier ou de faire tous avec 20 km à l'heure de plus. J'ai toujours, alors si Loïc il gagne, il va gagner un Bormio ou quelque chose qui sera très technique ou le revêtement, il sera béton armé, ce qu'il aime, ce qu'il adore, parce que là, les autres, ils vont commencer à patauger comme des canards sur la glace, et lui, il doit nous faire les rails assez, dans son style, comme on le connaît. T'es d'accord, Wills? Il va pas patauger comme... Non, mais c'est vrai que moi, je suis impressionné de voir skier, de la beauté du ski. Pour moi, c'est vraiment l'exemple à montrer. Tu peux regarder en slalom, en géant. Il a une telle qualité de ski. Il est quasiment jamais à la bourre. Il a quasiment jamais de mouvement parasite. Pour moi, c'est vraiment un exemple. C'est tellement beau à le voir skier que j'adore ça. Mm-hmm. Et j'espère aussi que ça va continuer pour lui. Il y a toujours ce petit côté là où tu as le risque de blessure. J'espère que ça se passe pas parce que on apprécie beaucoup Loïc et puis il apporte beaucoup au ski, quoi. Il est du coup 2e du général cette année. Depuis début février, il a marqué plus de points qu'un certain Marco Odermatt. Est-ce que l'année prochaine, il pourrait même venir titiller cette course au Grand Globe? Ouais, moi j'aime toujours ces rivalités parce que à la fin, c'est des Suisses. Et moi, je préfère d'avoir 2 Suisses qui se duellent que d'avoir un Autrichien ou un Norvégien qui nous détruit un peu le jeu, non? Ouais, surtout qu'on a vécu ça avec Hirscher, notamment, avec Herminator avant, avec les Norvégiens. Donc maintenant, vu que c'est les Suisses, mais c'est aux Suisses, on va profiter. Soyons en Suisse et puis profitons-en, c'est génial. On a parlé de Boissé, de Loïc Meillard, il y a aussi Alexis Monet qui performe en vitesse. Malheureusement, il n'a pas pu être aligné sur la descente des finales puisqu'elle n'a pas eu lieu. Malgré tout, il termine la saison au 20e rang général et il finit 8e sur la Streif. Ça aussi, c'est une base très très solide en vitesse. On a aussi un crack là pour les années à venir. Oui, on en a des 2-3 qui arrivent. On prend un Torrent par exemple qui fait un temps incroyable sur le haut. Après, malheureusement, il va frotter un petit peu trop près les filets, mais il est aussi dans le coup sur le haut. Donc, on a quand même du monde qui arrive gentiment derrière. Ça pousse encore. Et puis, ça fait plaisir de voir que c'est aussi des Belges, des Romans qui sont là, puis qui poussent un petit peu, qui s'intègrent aussi dans l'équipe. Et ça, c'est important, je pense, dans une équipe où tu as les deux langages, tu as 2 mentalités qui sont pas tout à fait les mêmes. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Ça compense un petit peu l'un à l'autre, comme dans un couple. Ceux qui sont les deux, qui sont pas tout à fait la même chose, ils s'entendent certainement mieux que ceux qui sont vraiment les mêmes idées, etc. Parce que ça se complète. Et là, c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment un avantage pour l'équipe suisse en entier d'avoir ces Romans aussi qui arrivent et puis qui poussent derrière. Malheureusement, on n'a pas la même effervescence romande du côté des femmes, mais il y a tout de même Noémie Collier qui est au départ en vitesse. Malheureusement, elle n'a pas pu se qualifier pour les finales. Elle reste sur une 16e place lors du Super G de Cortina comme meilleur résultat cette saison. Notons qu'elle revient tout de même de blessure, une blessure au dos qui l'a beaucoup embêtée ces dernières années. Et un autre roman a brillé en vitesse. Et d'ailleurs, Johan va tout de suite lui passer un appel vidéo. Nous sommes avec Justin Murizy. Il s'est installé cette saison parmi les meilleurs descendeurs de la planète, 14e au classement de la spécialité. Salut Justin, comment ça va? Et déjà, est-ce qu'il y a un peu de frustration de ne pas avoir pris part à cette dernière descente de la saison dimanche à Saalbach? Salut, ouais, alors effectivement, assez content quand même d'être installé parmi les meilleurs descendeurs au monde, malgré quelques courses où j'espérais faire mieux et qui auraient pu changer aussi un peu le classement final, mais quand même, si je regarde l'évolution ces 2 dernières années, c'est quand même une belle évolution d'être parmi les 60 meilleurs au monde, 20 et maintenant 15, donc ça c'est cool. Et c'est clair que je suis un peu frustré de ne pas avoir pu courir, mais d'un autre côté,
c'était dangereux. Ils ont tout essayé pour faire la course et on n'avait pas les conditions qui étaient réunies pour faire une course régulière et sûre. Donc, je pense que c'était la bonne décision. Comment tu analyses cet hiver? Tu as frôlé le podium à Wengen, à Bormio notamment. Il y a eu des hauts et des bas, voilà. Mais au final, tu es vraiment placé où tu le souhaiterais. Oui, effectivement, il y a eu des hauts et des bas. Et quand on part dans une saison en Coupe du Monde, on a toujours l'intention de faire des podiums, de jouer aux avant-postes le plus souvent possible. Ça a passé à beaucoup de reprises tout proche. Malheureusement, pas de podium pour moi cette année. Ça, c'est clair que c'est une déception et j'ai le droit de le dire, et vu que je partais dans l'intention d'en faire. De l'autre côté, ce qui était vraiment très intéressant et positif, c'est que j'étais rapide à toutes les descentes de l'hiver. J'avais des secteurs rapides partout, même aux endroits où c'est que je me disais, là, c'est vraiment des endroits où je dois travailler encore, et j'ai quand même vraiment pu voir qu'il y avait une évolution au cours de la saison, et ça, c'était quand même super à voir, et c'est motivant pour la suite. C'était seulement ta seconde saison pleine en vitesse sur le front de la Coupe du Monde. Tu as le sentiment que tu as vraiment trouvé ta voie? Oui, je pense que j'ai trouvé ma voie. C'est clair que j'ai beaucoup plus d'expérience que les jeunes qui arrivent en Coupe du Monde maintenant au niveau de tout ce qui est de gérer le stress et tout ça. Mais par contre, au niveau de l'expérience sur les pistes, je n'en ai pas plus qu'eux, même voire moins qu'eux. J'ai fait moins de kilomètres sur les skis de descente. Et pour ça, c'est quand même très positif de voir que j'arrive déjà à jouer tout devant, même dans les descentes les plus difficiles de la saison. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je dois retenir et que je peux prendre avec pour le futur. Donc, je suis vraiment motivé. Et c'est vrai qu'à 32 ans, pour un descendeur, c'est encore jeune. Donc, maintenant, si je peux m'appeler descendeur, je suis assez motivé de voir ce que l'avenir va m'apporter. Ouais. Justement, tu t'appelles descendeur. Il y a 10 ans, tu étais encore slalomeur. Comment tu vois ton évolution? Est-ce que tu aurais imaginé cela il y a encore une décennie quand tu t'es lancé au slalom des championnats du monde de Vejle, par exemple? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que je pense que pas tout le monde le sait, mais c'est que moi, je suis rentré à Swiss-Ski grâce au Super G. J'avais les critères à Swiss-Ski grâce au Super G. Et c'est là que Swiss-Ski, j'avais les critères, les points que je devais avoir pour qu'ils me prennent en équipe. Donc, j'ai toujours eu vraiment ce côté adrénaline, ce côté vitesse un peu en moi. Et c'est vrai que ensuite, je me suis focalisé sur la technique parce que je pense que c'était aussi la voie à suivre pour vraiment mettre en place les bases avant de partir sur la vitesse. Et c'est juste que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Malheureusement, avec toutes ces blessures et ces coups d'arrêt que j'avais, je devais revenir, je devais chaque fois me focaliser sur une discipline, et c'est pour ça que j'arrive sur le tard un peu sur la descente. Justement, tu gardes un peu de technique puisque tu es encore engagé en géant. C'est quelque chose que tu vas faire perdurer durant les prochaines saisons, puisque tu le dis, techniquement, ça t'aide en descente et en Super G. Oui, effectivement, je pense que si on peut analyser la saison en bref, on voit que c'est vraiment dans les parties techniques que j'étais le plus rapide en descente. Et c'est là que je dois vraiment garder ce point positif. En fait, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est de commencer à faire vraiment que de la descente, que de la glisse, et de perdre un peu justement cette qualité de technicien. Donc, c'est pour ça que je reste dans le groupe de géants, je reste dans le groupe avec Marco et Gino, et je vais continuer à m'entraîner en géant pour garder justement cet avantage technique qui me fait aller vite sur Bormio, sur Kitzbühel. Et ensuite, on va quand même essayer d'instaurer un peu plus un plan vitesse pour moi, vu que le focus il commence à aller vraiment sur la vitesse et moins sur le géant. Cela implique que tu vas encore faire des courses de géants, ou vraiment tu vas sélectionner au cas par cas, par exemple à Delboden ou à Alta Badia, où tu te sens bien? Je pense que ça sera vraiment une évolution qui va se faire un peu naturellement, et j'ai pas trop d'objectifs précis sur quelle course je vais être au départ et quelle non, parce que finalement il y a quand même les mondiaux qui arrivent l'année prochaine, et je pense qu'il va falloir quand même être très intelligent. Il peut arriver déjà exténué au mois de février, donc c'est clair et net que je vais devoir prendre des décisions. Quelle course, à quel moment, ça sera encore à définir. Et finalement, je suis quand même, je crois, 28e au classement du géant. C'est pas non plus que c'est la catastrophe. Je fais partie des 30 meilleurs au monde, mais c'est clair que ayant appartenu aux 7 meilleurs en géant, c'est pas vraiment ce que je recherche aujourd'hui, de me battre pour une 20e ou une 15e place. J'aimerais mieux
voilà, jouer plus devant, et c'est ce que je vois qui se passe en vitesse maintenant, et c'est pour ça que mon focus il est en train de partir sur la vitesse, et que le géant ça commence à être la troisième discipline. Tu parles de la vitesse, mais au championnat de Suisse, tu ne vas pas aller défendre ton titre de champion de Suisse de descente. Tu vas uniquement faire le géant. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un choix un peu difficile, un peu politique aussi, mine de rien. On n'est pas, avec les athlètes, on n'est pas très en accord avec Swiss-Ski et la manière dont ils réalisent ils organisent les championnats suisses. C'est souvent un peu, fait, pas forcément comme nous, on aimerait que ce soit fait, les athlètes, et on aimerait que ce soit des événements qui soient aussi impliqués avec du public et pas juste un événement fait en vitesse. Et donc, on est en train de se battre avec Swiss-Ski pour que ça change et puis que ça devienne un bel événement où c'est que, que les Suisses, ils peuvent aussi participer, qu'il y ait du public, qu'il y ait aussi des sponsors et des partenaires qui puissent venir sur les événements. Et ça fait longtemps qu'on demande ça à Swiss-Ski, et c'est vrai que les athlètes, on est gentiment en train de se mettre un petit peu, je dirais, à l'unanime, on essaye de se mettre d'accord pour dire, il faut qu'on fasse un peu pression et que Swiss-Ski mette en place des championnats suisses qui en valent la peine, comme ça s'est passé l'année passée à Verbier. Exactement. Et je pense que là, il y a vraiment encore du travail à faire, parce que l'année passée, si ça s'est bien passé, c'est aussi parce que la région et les organisateurs, ils ont vraiment joué le jeu, et c'est très très bien, mais pas tous les organisateurs peuvent faire ça, n'ont les moyens de le faire. Et je pense que Swiss-Ski doivent pousser de ce côté-là, et c'est pour ça que les athlètes, on veut un peu envoyer un signe. On vient quand même faire une course par discipline, mais on va pas faire tout le programme. On espère que vous serez entendus. On te souhaite également tout bon pour ce géant des championnats de Suisse, championnats nationaux, tests de matériel, préparation physique, tout ce qui va se passer maintenant dans la vie des skieurs ces prochains mois. On en parle dans le magazine. Et la Coupe du Monde qui s'est donc terminée le week-end passé, les regards sont déjà tournés vers le prochain hiver. C'est le sujet de notre magazine. Didier, de quoi seront faites les semaines à venir après une saison que font les skieurs? Maintenant, c'est les championnats suisses. C'est technique. Et il y a Lenzerheide après Davos et Jakobshorn pour les descentes. Et j'ai téléphoné aujourd'hui encore à Reto Niedecker. Ils vont faire encore un entraînement Saint-Moritz, comme j'ai écouté. Après, il y a les sélections. Je pense, comme j'ai entendu, il y a peut-être 2 qui vont changer dans l'équipe de Reto. Alors, ça, c'est bien. Si on va voir, il y a l'équipe vraiment nationale avec Reto Niedecker comme entraîneur. Vitus Luent, qui est en bas dans le groupe un peu B. Ouais, pas B, c'est le deuxième groupe équipe nationale. Et après, Franz Heinzer, qui est derrière l'équipe Coupe d'Europe. Et il regarde qu'il a toujours un peu la répartition. Après, il y a beaucoup de neige à Zermatt. Ça se fait apparemment. Mais je pense qu'on peut plus se fier à ça, parce qu'un très joli show en juin, juillet, et toute la neige, elle est partie. Alors aussi là, ils ont un peu des discussions. Est-ce qu'ils vont aller à Chile? Est-ce qu'il faut réserver là-bas? L'année passée, c'était pas top. Il y avait beaucoup de neige. Et après, sûrement en novembre, c'est Panorama à Canada, qui était très payant pour eux. Moi, je pense que tout le monde maintenant, on est un peu à l'attente. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les prochaines choses à faire? Il y a aussi des tests de matériel. Wills, toi, tu testais ton matériel aussi quand la saison était terminée, ou tu coupais directement? Non, on avait des tests, et c'est très bien à la fin de la saison, quand t'as encore vraiment le bon feeling, là, que t'as vraiment dans les courses encore, tu puisses servir de ces sensations pour tester le matériel, pour voir ce qui marche ou marche moins bien. Et puis surtout la neige aussi. Il y a des fois des super conditions encore quand même en fin de saison. Et puis là, il faut profiter pour faire quand même encore quelques kilomètres pour voir ce qui peut jouer, ou bien quelle nouveauté peut se sortir pour la saison suivante. C'est donc encore pas le moment de poser les skis et de penser aux vacances. On voit qu'il y a tout un programme qui continue. La Coupe du Monde s'arrête, mais le ski continue encore un petit moment. Tous les jours qu'on peut faire maintenant, jusqu'on déboucle les chaussures et on les range dans le garage, tous ces virages, c'est parce qu'on ne sait pas l'été. Alors moi, je pense que c'est aussi ça maintenant qui va changer un petit peu. Il y a 20 ans, on savait, on peut toujours aller à Saas-Fee, à Zermatt, même d'autres glaciers comme à Stelvio ou à Hintertux. Mais maintenant, on va vraiment épargner la neige qu'on a encore dans les montagnes pour cumuler des kilomètres. Mais c'est un changement auquel les skieurs vont devoir s'habituer, de prolonger la saison. Ce sera facile à changer de mentalité, parce que ça va être comme ça.
C'est comme ça, on ne peut pas changer. On sait que certaines nations, comme la Norvège, par exemple, dans les pays scandinaves, ils ont cette habitude de vraiment faire des entraînements encore assez intensifs, même après la saison de Coupe du Monde. Oui, les Américains aussi. Ouais. Et c'est quelque chose que les nations, les Autrichiens, etc., les Suisses, vont devoir s'y mettre aussi. Et je ne vois pas le problème non plus. Il faudra bien gérer la récupération pour pas aller dans le rouge et puis risquer de se blesser. Mais sinon, les conditions sont très bonnes. Hein. On a des conditions qui sont géniales. Je skie encore tous les jours maintenant et puis il y a des conditions exceptionnelles. On a évoqué avant les glaciers. On peut encore continuer à aller sur les glaciers en été, la préparation estivale. Elle va se faire sur les glaciers. Moi, la tendance, on sait dans quelle direction ça va aller. Alors, il donne encore 100 ans au glacier d'Aletsch, 800 mètres d'épais, 8 mètres par an qu'on perd. Alors, c'est sûr, ça, c'est notre discussion à tenir, mais moi, j'ai déjà changé avec mon CRP. J'ai déjà changé ma stratégie. Je vais faire beaucoup de kilomètres encore jusqu'à fin avril, quand il y a encore quelque chose qui est ouvert. Faire un peu de pot de phoque, c'est aussi pas mal d'aller faire pot de phoque, de ski, attention aux avalanches, hein, toujours bien avoir contrôlé, et de plutôt démarrer un peu plus tard, mais après de cumuler vraiment des journées de ski quand il y a la neige dans les Alpes. On parle de glacier, on parle de Zermatt et cette nouvelle qui est tombée dimanche, donc pas de course, du moins la saison prochaine en Coupe du Monde à Zermatt. Est-ce que c'est une surprise finalement, Wills, d'après toi? Pour moi, c'est je vais dire une bonne surprise. Je n'aimerais pas me mettre à dos les Hauts-Valaisans, mais je pense que attention, il y en a ici, ceux qui connaissent Zermatt, tu sais, dans cette période-là, c'est très difficile d'avoir des conditions qui sont bonnes sur plusieurs jours. Tu peux avoir de la chance d'avoir 2-3 jours, mais en général, c'est 2-3 jours la fenêtre, et puis après, tu as un jour, il souffle, même s'il fait beau, et c'est toujours très difficile. Et cette période-là, pour organiser des Coupes du Monde, c'est vraiment risqué. Donc, le fait de faire un pas en arrière pour mieux revenir s'il y a besoin, je pense que c'est très intelligent de leur part. Et je pense que ce soit Zermatt ou la FIS, je pense que là, la décision, elle est réfléchie et ils ont bien fait ce qu'ils ont fait. Tu partages ton avis? C'est une bonne décision? Oui, je pense que la décision, elle est correcte. Par contre, je pense que Zermatt, c'est quand même le glacier qui va le plus haut. Et comme je viens de dire, c'est le problème qu'on va avoir sûrement aussi quand on va faire les finales en mars. Ça va toujours de nouveau être ces discussions, même avec Vezona, parce que c'est toutes ces pistes qui sont au nord, qui sont hauts, où ce genre de choses, je pense la FIS, elles n'ont pas le droit à se mettre Zermatt au dos. Ça va être vraiment être la station dans les prochains 30-40 ans qui va savoir les opportunités qui vont se donner. Et peut-être à Franz Julen ou à l'équipe de dire, écoute, pourquoi c'est pas la finale? Maintenant, ils disent encore non, parce que leurs cahiers pour les réservations d'hôtels sont pleins. Mais à mon avis, c'est quand même dans cette direction, peut-être faire une finale au lieu de faire ces courses en novembre. Il faudra convaincre les organisateurs de Zermatt de changer de date, quoi, en fait. Hein. Parce que pour eux, c'était jusqu'à mi-novembre. Ouais, c'est de libérer des hôtels. Hein. Ouais. C'est ça actuellement le problème, parce qu'il y a quand même, avec les femmes et les mecs, c'est 400 à 500 personnes qui vont y être, et qui peut se permettre en mars, où tout le monde va déjà courir, les touristes, ils courent à Zermatt, parce que là-haut, en mars, c'est les meilleures conditions de l'année. Hein. Donc, on a compris, c'est pas tout à fait le moment de ranger les skis encore. Ça nous réjouit d'ailleurs. Mais on va quand même passer aux questions du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêts? Wills, la moustache, tu la tailles 1, 2 ou 3 fois par semaine? 1. Didier, créatif chaotique ou travailleur organisé? Un travailleur chaotique. Wills, Wengen ou Bruzon? Bruzon. Didier, plutôt entraîner la relève ou l'élite? Relève. Wills, fan club Murisier ou Boissé? Les deux. J'étais sûre de celle-là. Didier, le virage de slalom de Feller ou de Riding? Feller. Will Yamin ou abricotine? Désolé. Aïe, je bois pas d'alcool, je devrais pas le dire, mais alors je suis un peu emprunté pour répondre. On va avec une autre, plutôt nourriture. Pour les deux, raclette de Bagne ou de Tourtemagne? Oh, les deux. Moi, je préfère Bagne parce que je n'ai pas goûté encore. Ah ben voilà, alors c'est l'occasion. Alors c'est l'occasion. On va s'organiser. Je crois qu'il va y avoir une invitation. On va s'organiser. Parce que là, tu peux pas passer à côté, c'est pas possible.
Et on arrive déjà à l'ultime question de cette saison. Comme d'habitude, on a des bons du restaurant 1809 à Irémence à gagner. Êtes-vous prêts? Voici la question. Combien de podiums Loïc Meillard a-t-il célébré cet hiver? Pour répondre, rendez-vous sur pronoski.lenouveliste.ch. Un tirage au sort aura lieu d'ici Ça va vraiment pas tout ça. C'était qui les vrais héros de la saison? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Audi, c'était Lara, c'était Loïc, c'était Dani, c'était Arnaud, c'était Camille et Mélanie, c'était l'émission après-ski. C'était Audi, c'était Lara, c'était Loïc, c'était Dani, c'était Arnaud, c'était Camille et Mélanie, c'était l'émission après-ski. Et on arrive déjà au terme de cette 16e et dernière émission de l'après-ski. Il est l'heure de vous remercier, vous les téléspectateurs. Vous avez été des milliers à nous suivre chaque semaine et au-delà de nos espérances. On remercie évidemment les athlètes qui nous ont fait l'honneur de leur présence sur le plateau, les consultants comme vous, messieurs. Merci également les coachs qui étaient présents. On remercie les équipes techniques et toutes les personnes qui ont gravité autour de cette émission. Et merci également à nos partenaires qui ont cru en nous depuis le début de ce projet, la Raiffeisen, FMV, les Forces Motrices Valaisannes et Bliblablo de Net+. C'est grâce à eux que nous avons pu mettre en avant ce sport qu'on aime tant. Et merci donc beaucoup pour votre fidélité. Et attention, Artung, c'est un petit scoop. On se donne d'ores et déjà rendez-vous pour la saison 2 de l'après-ski. Ce sera dès le prochain mois d'octobre. Toi, tu te crois sur Netflix ou bien? Exactement. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. C'était Audi, c'était Lara, c'était Loïc, c'était Dani, c'était Arnaud, c'était Camille et Mélanie, c'était l'émission après-ski. C'était Audi, c'était Lara, c'était Loïc, c'était Dani. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Forces Motrices Valaisannes, et les banques Raiffeisen du Valais roman.